Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film C'est le monde à l'envers. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons du dernier film de Nicolas Vanier. C'est le monde à l'envers est un film français, donc de Nicolas Vanier, sorti dans nos salles le 16 octobre dernier. J'ai eu la chance de le voir en avant-première un petit peu plus d'une semaine avant la sortie du film, avec un super moment en fin de séance avec le réalisateur Nicolas Vanier. Au casting, on découvre Michael Youn, Eric Elmosnino, François Berléand, Barbara Schulz ou encore Yannick Noah pour ne citer que. Le budget pour ce film s'élève à un petit peu plus de 10 millions de dollars. Au niveau du scénario, on commence par découvrir la vie d'une famille dont le père est chef d'entreprise d'une boîte d'investissement très rentable. Quand un mystérieux phénomène va faire disparaître toute trace d'internet sur le territoire français, peut-être même le monde, la société va s'effondrer, obligeant ainsi cette famille aisée à partir vers d'autres horizons. Dans cette nouvelle vie où l'argent n'est plus une caractéristique du niveau de vie, la seule solution qui va s'offrir à eux est de rejoindre une exploitation agricole achetée il y a quelques semaines par l'entreprise du père de famille joué ici par Michael Youn. Malheureusement pour ce personnage, vivre dans une ferme en pleine fin du monde signifie aussi s'adapter et surtout se conformer aux traditions et aux habitudes et surtout au travail de la ferme. Entre clash des classes sociales, retour à l'essentiel, amitié, famille ou encore environnement, découvrez C'est le monde à l'envers. Vous en avez l'habitude, nous aborderons d'abord les points positifs, puis les points négatifs et je finirai avec mon avis perso sur le film. Commençons donc par les points positifs. Alors premier point positif, on a le concept général du film. L'idée de placer l'intrigue dans le présent, qui plus est un présent qui semble énormément probable avec l'évolution de la société et l'environnement actuellement, ça permet d'avoir une immersion très intéressante, qui plus est quand la situation géographique, c'est la France, on peut se reconnaître dans l'histoire. De plus, l'intrigue permet une mise en opposition puis un mélange des classes sociales, et surtout de leur vie quotidienne. Ainsi, ça nous permet d'alterner entre moments cocasses et moments touchants, tout en mettant en place une énorme critique de la société. Et quand on essaie de critiquer la société sans être trop lourd, c'est souvent compliqué, surtout quand on voit un petit peu l'expérience du genre comédie en France. L'intrigue va être plus ou moins construite pour permettre d'évoquer plusieurs émotions et surtout plusieurs messages. Et le concept de tout cela est vraiment très cool. On voit également l'impact de notre vie numérique sur notre vie sociale ou même sur notre impact environnemental. Sujet délicat, souvent tabou et passé sous silence dans notre société actuelle. On a donc ici une histoire qui peut sembler simple, mais qui cache en réalité une profondeur dont on n'a pas forcément l'habitude de parler. Deuxième point positif, on a le casting. Pour le rôle principal, et c'est le réalisateur qui le dit lui-même, il fallait trouver quelqu'un qui puisse jouer à la fois le connard plein aux as, mais avoir un développement psychologique intéressant. Et surtout avec beaucoup d'autodérision pour pouvoir s'immerger dans le personnage, malgré une ressemblance flagrante à une partie de la population française à l'heure actuelle. C'est avec ces caractéristiques que le réalisateur a donc choisi Michael Youn. Pour contrebalancer, il fallait que le deuxième personnage principal soit un petit peu quelqu'un qui soit un comique mais pince sans rire, qui est un petit peu plus dosé, moins lourd, pour ainsi faire face à Youn avec une sorte de rupture. Et quel bon choix d'avoir choisi Elmosnino pour ce rôle. L'utilisation de François Berléand comme ressort comique en personnage secondaire est aussi un très bon choix et qui est toujours hilarant, même si au bout d'un moment on est sur du tabassage comique, mais bon franchement avec lui ça fonctionne. Enfin bref, des rôles principaux très bien choisis, qui sont soutenus par quelques bons rôles secondaires, mais pour cela on va y revenir un poil plus tard. En parlant de cela, nous arrivons tout droit vers les points négatifs. Premier point négatif donc, on a le jeu inégal des acteurs. En effet, on note un gros déséquilibre entre les acteurs principaux, qui sont un petit peu des gens installés, et les acteurs secondaires, qui sont pour certains installés et ça marche, mais pour d'autres, soit des petits nouveaux, soit des gens qui sont pas forcément acteurs de base et ça sonne faux. Ainsi, Laïra Schmidt, Nathan Gruffy ou encore Yannick Noah ont des rôles qui nous font malheureusement sortir de l'intrigue à cause de leur interprétation. Leurs personnages, secondaires mais centraux, se doivent d'avoir un rythme de jeu qui suit les acteurs principaux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a certains dialogues, certaines interprétations qui sonnent extrêmement faux, qui nous sortent
de la diégèse, et on a surtout des rôles un petit peu gros, joués d'une façon un petit peu grosse, et on sent que ça colle pas. À cause de ça, on ne rentre pas à 100% dans les intrigues, et même les intrigues secondaires qui se mettent autour de ces personnages. Soit encore une fois elles sont un peu grosses, soit encore une fois surjouées ou mal jouées. Et pour le coup, quand on voit le niveau, on va dire, de l'idée de base, quand on voit le niveau des personnages principaux, c'est dommage d'avoir ce côté-là qui est un petit peu bâclé. Mais passons tout de suite au deuxième point négatif qui étoffe un petit peu ça. On a un contexte et une structuration qui est brouillon. Bien que l'idée de base soit très intéressante, on a alors un film qui s'ancre entre comédie et science-fiction, mais qui oublie la moitié de son postulat de base. En effet, on l'a déjà vu pour certains films science-fiction, pour qu'il y ait une vraie science-fiction, il faut expliquer le contexte scientifique. Or là, on sait que c'est environnemental, qu'il y a eu un problème avec Internet, ça a tout déconnecté à cause d'une cause environnementale, mais on n'en sait pas plus. Le contexte même est bâclé, et ça ne va pas s'arranger avec la suite. Si on résume le contexte de base, on a la disparition d'Internet, qui mène à tout ce qui va arriver après. Malheureusement, cette disparition n'est pas expliquée et va très vite passer sous silence. On a alors au début un réalisme frappant qui va petit à petit aller s'enfermer dans cette ferme, sans plus de contexte géopolitique, sans plus de contexte scientifique par rapport à la crise, sans plus d'informations. On va aller s'enfermer sur cette petite vie de campagnard, d'agriculteur, et les bases de l'histoire, on les oublie. Ce qui aurait pu être un petit rappel intéressant à la fin avec ce facteur qui arrive avec un véhicule électrique, ça aurait pu être de donner des nouvelles. Et non, ici c'est utilisé comme un ressort scénaristique pour encore plus les enfermer dans cette ferme, les impôts qui arrivent et ils disent c'est notre ferme, sous-entendu on va y rester ad vitam aeternam peut-être. Pourquoi ne pas avoir développé plus les causes pour nous donner un socle solide pour développer la suite? Et surtout donner plus de poids aux conséquences. Cela amène donc des petits manques de cohérence qui, ça, et avec le jeu inégal des acteurs, font exploser le squelette et l'organisation interne du film, et c'est bien dommage. Pour ce genre de film, on aurait eu besoin de comprendre beaucoup plus l'environnement autour pour rentrer dans l'intrigue et pas juste avoir des petites scènes de vie, tantôt cocasses, tantôt un petit peu lentes, et juste suivre ces deux familles qui vivent entre elles. On a un postulat de base avec le premier tiers du film qui est cette disparition d'internet, cet écroulement de la société qu'on ne revoit plus du tout après. C'est tout simplement dommage. Après avoir évoqué ces points positifs et ces points négatifs, passons à mon avis sur ce film. Alors j'ai plutôt apprécié ce film. Le fait de pouvoir le voir en avant-première, avec présence du réalisateur qui peut nous éclairer sur certains points, c'était clairement un gros plus. Notamment pour comprendre ou essayer de comprendre un petit peu les points d'ombre. Comme vu précédemment, on a pu avoir des éclaircissements sur le choix des acteurs. Et du coup ça apporte plus de pertinence. On a pu avoir les sources d'inspiration du réalisateur, que ce soit tout simplement sa vision de la société, de cette société destructrice d'environnement, destructrice de la société elle-même, qui s'autodétruit finalement, ou tout simplement ses expériences de voyage dans des contrées où les peuples n'ont pas ce côté capitaliste, ce côté on pense pour nous, l'égoïsme et tout ça, où vraiment quand on leur raconte ce qui se passe, ils ne peuvent même pas comprendre que ça existe. C'est ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'il nous a expliqué, pour justifier les choix, on va dire peut-être d'enfermement dans cette ferme, de bulles pour développer l'histoire. Le cadre campagnard est aussi expliqué par le fait que dans sa jeunesse, il allait souvent pendant les week-ends, pendant les vacances, dans ce même endroit, dans cette même zone de la France, et donc il en est tombé amoureux et a décidé de tourner ce film là-bas. Pour finir, et pour rester cohérent dans le côté environnemental du film, il a évoqué que toute la production avait été faite avec le minimum d'impact carbone. Ce qui est vraiment une bonne chose et ce qui est cohérent en fait, tout simplement, avec l'idée générale du film. Et ce qui t'a changé de force entre guillemets, les habitudes de la production, des habitudes des acteurs pour rentrer dans une dynamique avec une faible empreinte carbone. À part cette expérience et ces discussions, si on se recentre sur le film lui-même, j'ai beaucoup aimé le décalage permis par le choc à la fois des générations mais aussi des classes sociales entre les agriculteurs d'un côté et les riches bourgeois dans la finance de l'autre. Le premier tiers du film qui plante le décor avec ce côté post-apocalyptique, avec ce côté presque film hollywoodien m'a beaucoup plu, mais j'étais très déçu de voir que ça ne continuait pas par la suite et qu'on passait limite avec un deuxième film, un truc totalement différent. D'un côté on a la critique environnementale, la critique d'internet, la critique du numérique, qui dure un tiers du film, et après pendant la suite on a juste des critiques sociales, qui sont toutefois toutes intéressantes, mais qui perdent un petit peu d'intérêt. On a l'impression qu'il a fait un court métrage au début pour ensuite vraiment démarrer son film.
Ce qui était aussi glaçant, c'est de s'imaginer si ça nous arrivait maintenant. Ce serait totalement terrifiant, et c'est pour ça que ce premier tiers m'a vraiment plu. Le choix de s'enfermer ensuite dans la campagne, même s'il m'a pas plu, permet plusieurs choses très intéressantes. Des plans foisonnants de nature, de mise en avant du paysage français, mais aussi un développement solitaire, sans impact extérieur de la famille. Bon, ça je l'ai dit, ça m'a pas plu. Le jeu des acteurs dans cette bulle sociale ne m'a pas convaincu, comme je l'ai dit, les plus jeunes n'étaient pas vraiment convaincants, et Yannick Noah sonnait un petit peu faux, même si on lui a donné le rôle parfait, il se jouait lui-même finalement. Mais ça marchait pas, je trouvais que c'était pas un personnage qui s'ancrait vraiment dans le reste de l'histoire, et les deux jeunes avec leur histoire d'amour qui était soi-disant passant très téléphonée, on savait que ça allait se passer comme ça, c'était prévisible et bancal au niveau du jeu, donc on ne rentrait pas à 100% dans cette partie de l'intrigue, et ça fragilisait du coup tout le squelette. L'histoire entre Patrick et le village était totalement gros et sans intérêt, même si ça apportait l'happy end. Je pense que ça a été ajouté comme ça, avec une optique de finir là-dessus. Pourquoi pas, mais franchement j'ai pas trouvé ça essentiel. Ces quêtes secondaires, encore une fois, ces aventures en arrière-plan du fil rouge principal, étaient à mon sens juste pour étoffer le background des personnages et des lieux, sans vraiment un lien direct avec le squelette général, même si on a toujours les mêmes personnages, mais ça sonnait faux et ça manquait de cohérence entre eux. On a donc un développement inégal des personnages, des scènes permises ou non permises par une organisation brouillonne et par un jeu d'acteurs plus ou moins cohérent. Si on ajoute à ça le manque de contexte global, qui moi m'a le plus choqué, c'est ce que j'ai retenu à la fin du film, c'est pourquoi on n'a pas plus expliqué le contexte un petit peu SF de la perte d'internet. On pouvait trouver des raisons même totalement simples, je sais pas, le réseau sous-marin qui nous relie internet a été attaqué, ou alors avec la montée des eaux, je sais pas, la pression a fait exploser. Je sais pas, on aurait pu avoir 1000 solutions, mais non, on a cette première partie post-apo un peu stylée pour mettre en haleine, et ensuite ça se calme et ça s'enferme. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé dommage. On ne se base alors plus sur un scénario cohérent et bien ficelé, mais tout simplement sur des ambiances, des scènes de vie, des messages qui sont, attention, très bien communiqués, mais un petit peu par-ci par-là, un petit peu éparses, et ça nous sort de la diégèse, parce que oui, ça parle de ça, mais dans la cohérence, pourquoi choisir cette voie, pourquoi choisir cela? On a une histoire, certes, des personnages qui avancent, mais qui avancent de façon dispersée. Alors oui, l'idée est intéressante. Oui, on peut se reconnaître là-dedans. Oui, ça permet de faire passer des messages. Mais non, les intrigues ne sont pas bien ancrées dans le fil rouge principal. Pour conclure, j'ai vraiment passé un bon moment. Alors j'y allais sans grandes attentes, et le film était cool, mais sans plus. Donc pour ce film, je mettrai la note de 7 sur 10, car le film n'est pas catastrophique, mais il y a des problèmes qui, moi, m'ont gêné. Attention, je pensais mettre 6,5, après je me suis dit 6,5, c'est ce que j'ai mis à Joker Folie à 2. Bon, j'ai pas été traumatisé, ni déçu, ni énervé à la sortie de ce film, alors pourquoi pas, j'ai monté 2,05, ce qui nous fait 7 sur 10. Alors au niveau du futur de ce film, bien évidemment, il n'y en a pas. Il pourrait y avoir une ouverture sur le retour à la société, peut-être le retour d'internet, mais je n'y verrais pas un grand intérêt. De plus, on sait que Nicolas Vanier, le réalisateur, a l'habitude de faire des films en one-shot, qui racontent une histoire en un seul film. Donc ce serait bizarre de voir une suite à l'intrigue de C'est le monde à l'envers, mais très peu probable. Franchement, très peu probable. Au niveau de l'accueil, le film attire, mais sans plus. Il ne fait pas beaucoup de bruit, les gens en disent du positif comme du négatif. Pour moi, il y a des chances que le film récolte peut-être son investissement de base, mais il n'ira pas vraiment très très loin et ne fera pas aussi bien que par exemple Le règne animal ou par exemple un petit truc en plus qui là ont vraiment marqué un tournant. Je pense qu'il existe, il a le mérite d'exister, mais il n'ira pas bien loin. Au niveau chiffres, on n'a pas vraiment de visibilité pour étoffer tout ça. Donc on verra dans les prochaines semaines, et on surveillera ce film avec intérêt pour voir si, oui ou non, comme je dis, il va stagner, ou si il va peut-être avoir une évolution, peut-être avec les plateformes de streaming, Canal+, il y a des films qui sont entre guillemets sauvés par leur sortie sur Canal+. Donc on verra. Donc pour C'est le monde à l'envers, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à me dire votre avis sur ce film dans ce même espace. Merci à tous d'être là chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta et TikTok. C'était Greg pour Popcorn Studios. Coupé.